Le souffle coupé. Franchement, on a l'impression d'avoir les poumons écrasés quand on tourne la dernière page. La brutalité humaine racontée ici, ça prend vraiment aux tripes. Ce livre est déchirant, que ce soit en livre audio ou en version papier. On parle bien sûr de Mille soleils splendides, écrit par Khaled Hosseini. Ouais, c'est une plongée véritablement suffocante. L'auteur nous immerge de force dans une lutte universelle. Cette résistance acharnée contre une oppression patriarcale absolue, avec en toile de fond une guerre qui dévore absolument tout sur son passage. Dévastateur. Le récit s'ouvre sur Mariam, une gamine d'à peine 15 ans, marquée au fer rouge dès la toute première seconde de sa vie, qu'on arrache violemment à son univers familial. Pour la jeter dans les griffes d'un mari monstrueux, ouais. Et le récit ne ménage personne. On est balancé d'emblée, sans le moindre avertissement, en plein cœur d'un Kaboul à feu et à sang. Une Gile où même l'air que l'on respire dans la rue devient atrocement dangereux. Et le paradoxe monumental de cette histoire réside précisément là. Deux femmes que tout programme à se haïr viscéralement, à s'entre-détruire, finissent par devenir l'unique chance de survie l'une de l'autre. Incroyable, n'est-ce pas ? Totalement. Surtout quand on réalise l'ampleur des enjeux mortels qui pèsent sur elle à chaque instant. Dans ce monde spécifique décrit par l'auteur, le moindre faux pas, un rire un peu trop franc ou un simple regard de travers, ça se paie immédiatement au prix du sang. Et aujourd'hui, notre but, c'est pas juste de survoler cette intrigue, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique de l'oppression et de la survie, de comprendre comment ces thèmes résonnent d'une manière aussi féroce. Pour vraiment saisir comment ce piège se referme, faut remonter à la base. À la périphérie des rats, ouais. Exactement. Mariam y grandit isolée dans une petite cabane avec un mot lourdement gravé sur le front, Arami, une enfant illégitime. C'est un terme qui claque constamment comme une insulte. Et puis, il y a cet épisode d'une tristesse infinie autour d'une simple tasse à thé. Ah oui, la porcelaine. Voilà, elle brise par accident cette tasse de grande valeur sentimentale pour sa mère, Nana. Le bruit de la tasse qui se fracasse, c'est littéralement la rupture définitive entre elles. La mère explose d'une rancœur toxique. C'est ça. Et pour fuir cette aigreur quotidienne, Mariam se réfugie dans l'idéalisation absolue de son père, Jalil, un homme riche qui vit en ville et vient la voir en cachette. Ce moment cristallise une violence psychologique inouïe. Hosseini montre parfaitement comment le statut d'enfant illégitime fonctionne comme une condamnation sociale sans aucun appel. La mère de Mariam, elle a tellement intériorisé cette injustice qu'elle en est devenue amère, presque venimeuse en fait. Elle essaie de préparer sa fille à un monde cruel qui la rejettera toujours. Mais elle le fait avec une brutalité verbale qui détruit l'enfant, c'est clair. Et en face, Jalil, lui, il représente l'évasion, la douceur, l'illusion d'une vie normale. Attends, on pourrait presque penser que ce père, Jalil, agit par pure méchanceté par la suite. Mais est-ce que l'histoire suggère pas plutôt qu'il est lui-même complètement prisonnier des normes de son époque, hein ? C'est une nuance super juste. L'auteur ne dépeint pas Jalil comme un sadique à ce stade. C'est avant tout un lâche. Le tournant se produit quand Mariam descend en ville pour le voir et qu'il refuse de lui ouvrir sa porte. Il la laisse dormir dehors. Ouais. Après le drame qui frappe la mère de Mariam, Jalil doit faire face à un scandale potentiel. Intégrer une fille illégitime dans sa famille bourgeoise, ça ruinerait sa réputation. Donc, il plie sous le poids des conventions sociales et il s'en débarrasse. En la mariant de force à Rachid. Exactement. Un cordonnier de Kaboul qui a 30 ans de plus qu'elle, c'est le véritable point de départ de l'effacement de Mariam. Elle perd soudainement la possession de son propre corps et de son libre arbitre. Le voyage en bus vers Kaboul est d'ailleurs décrit comme une descente aux enfers. Et je suis toujours choquée par le contraste une fois arrivée dans la capitale, c'est d'une brutalité folle. On est à la fin des années 70, au tout début de l'occupation soviétique. Dehors, c'est presque un autre univers. Oui, il décrit des rues où des femmes marchent sans voile. Des femmes en mini-jupe qui vont à l'université, qui débattent politique à voix haute. Mais Mariam, elle ne perçoit cette liberté qu'à travers les vitres opaques de sa maison. Elle reste cloîtrée. Son mari, Rachid, impose ses propres lois archaïques. D'ailleurs, c'est lui qui la force à porter la burqa pour la première fois. Il la décrit texto comme sa propriété. Il n'attend d'elle qu'une seule chose. Un héritier mâle. Qu'elle serve de réceptacle. L'œuvre met le doigt sur une réalité historique fascinante. On a souvent tendance à imaginer l'oppression comme un phénomène uniforme. Pourtant, à Kaboul, à cette époque, il y a cette illusion d'un progressisme dans l'espace public. Sauf que la vraie ligne de front, elle est dans l'intimité. Absolument.
Derrière les portes closes, Rachid observe l'émancipation des femmes dans les rues avec un dégoût viscéral. Son foyer, c'est un royaume figé dans un patriarcat d'une rigidité mortelle. Et dès que Mariam ne répond plus à ses attentes, tout bascule. C'est terrifiant. Lorsque le corps de Mariam fait face à des fausses couches successives, lorsqu'elle échoue, selon les critères de Rachid, à lui fournir ce fils, la mince illusion du mari protecteur vole en éclats. Il devient un tyran domestique implacable. La violence physique devient son langage quotidien. La violence physique et psychologique. La maison se transforme en prison. Et c'est au milieu de cette atmosphère déjà complètement irrespirable qu'une rupture colossale vient tout fracasser. Le macro-politique rattrape violemment la sphère intime. La guerre éclate à grande échelle. Les factions s'affrontent. Les roquettes se mettent à pleuvoir sur les quartiers de Kaboul. C'est à ce moment précis qu'entre en scène notre deuxième personnage central, Layla. L'auteur l'a construit vraiment comme le miroir inversé de Mariam. Layla, elle a grandi dans une maison remplie de livres. Choyée par un père professeur qui lui répétait que le futur du pays reposait sur l'éducation de ses femmes. Elle est brillante, amoureuse, pleine d'idéaux. Elle incarne la jeunesse, la promesse d'un Afghanistan moderne. Et puis, en une fraction de seconde, le sifflement d'une roquette déchire le ciel. Sa maison est pulvérisée. Ses parents meurent sur le coup. Tout son univers s'effondre dans un nuage de poussière et de sang. Ce basculement, il est effroyable parce qu'il illustre comment, en temps de guerre, toutes les protections sociales sautent. Layla possédait le savoir, le bagage intellectuel, un soutien familial de fer. Mais la violence aveugle annule tout, en un instant. Tirée des décombres par Rachid lui-même, elle se retrouve coincée chez lui. D'autant plus qu'elle découvre rapidement qu'elle est enceinte. De Tariq. De son amour de jeunesse qui a fui la ville, elle se retrouve complètement face à un mur. Voilà, et le récit analyse brillamment ce choix de survie pure et dure. Pour protéger cet enfant à naître, Layla n'a pas d'autre option que d'accepter l'impensable, devenir la seconde épouse de Rachid. C'est glaçant, hein? C'est la démonstration que face au chaos, l'éducation ou la modernité ne sont d'aucun secours pour une femme seule. Tout s'efface devant le contrôle absolu qu'un homme peut exercer grâce à sa force et au système. On imagine facilement la dynamique empoisonnée qui s'installe entre les murs de cette maison. C'est un huis clos extrêmement lourd. On assiste à une manipulation presque chirurgicale de la part de Rachid. Il utilise la fraîcheur de Layla comme une arme de destruction contre Mariam. Il joue au séducteur faussement attentionné pour impressionner Layla. Il lui achète des vêtements, il la flatte. Et simultanément, il écrase Mariam. Il la relègue au rang de domestique invisible, méprisée. La jalousie ronge Mariam, et on la comprend. Tu vois, elle voit cette jeune fille débarquer et s'emparer du peu de stabilité qu'elle avait réussi à se creuser. C'est la mécanique perverse du patriarcat poussé à l'extrême, divisé pour mieux régner. Husseini détaille cette ingénierie de la rivalité avec une grande finesse. En attisant la haine entre ses deux épouses, Rachid s'assure qu'elles ne formeront jamais un front uni. Ils canalisent leur colère l'une vers l'autre. Mariam perçoit Layla comme une usurpatrice arrogante, et Layla voit Mariam comme une vieille femme aigrie qui refuse de l'aider. Le drame, c'est qu'elles sont toutes les deux victimes de la même cruauté, sans s'en rendre compte. La manipulation de leur geôlier les rend aveugles à leurs conditions communes. La tragédie se joue autant dans les coups physiques que dans cette violence psychologique perfide. Mais là où l'histoire devient véritablement bouleversante, c'est quand un événement vient fissurer cette haine, le vrai tournant psychologique. Et cet électrochoc, il a un nom, Aziza, le bébé de Layla né au milieu de cet enfer. Rachid est fou de rage parce que c'est une fille. Mais entre les deux femmes, ça change tout. La rancœur s'effrite lentement. En observant Layla protéger son enfant face à la violence du mari, Mariam réalise un truc fondamental. Elles comprennent enfin que leur guerre interne est une illusion totale. L'amour immense que Mariam finit par développer pour cette petite fille, ça devient le pont inattendu entre elles. L'apparition d'Aziza, c'est l'étincelle vitale. Mariam, à qui l'on a toujours répété qu'elle ne valait rien, découvre soudain qu'elle a une capacité infinie à donner de l'amour. Et surtout, d'en recevoir. C'est bien plus qu'une simple réconciliation. C'est la naissance d'une solidarité forgée dans les ténèbres les plus absolues. Et c'est fascinant de voir que cette amitié devient presque une arme, non? C'est tout à fait ça. En arrêtant de se percevoir comme des rivales, elles commettent le premier véritable acte de rébellion contre Rachid. Elles lui retirent le pouvoir de dicter leurs émotions.
Il y a ces scènes magnifiques où elle partage du thé en cachette la nuit, où elle se confie, Cette alliance silencieuse devient d'une solidité à toute épreuve. cimentée par la conviction que leur survie dépend de leur union. Une union qui va être testée de la pire des manières. On pense à leur tentative d'évasion spectaculaire. Elles essayent de fuir Kaboul en bus avec la petite, mais dans cette société, une femme ne peut pas voyager sans un homme de sa famille. Elle demande à un inconnu de se faire passer pour leurs parents. Et il les trahit. Il les dénonce à la milice. La scène du retour forcé chez Rachid est glaçante. La punition est d'une cruauté. Il les enferme dans une pièce sombre, sans eau, pendant des jours, sous une chaleur écrasante. Mais cet événement, loin de les briser séparément, les soude définitivement. Cette fuite avortée, c'est un pivot. Ça illustre l'impasse totale dans laquelle se trouvent les femmes afghanes. Le système sociétal tout entier est une prison à ciel ouvert. La menace, c'est pas seulement Rachid, c'est l'intégralité du regard masculin dans l'espace public. Et ça nous amène direct au point culminant du cauchemar. L'année 96, frappe Kaboul. L'arrivée des talibans. Ah ouais. Si la vie sous le toit de Rachid était déjà insupportable, la ville entière se transforme en un vaste tombeau institutionnalisé. Le changement d'atmosphère est d'une précision redoutable. Les interdictions pleuvent depuis les haut-parleurs. Interdit de sortir seul, même pour aller à l'hôpital. Interdit de rire à voix haute. Les fenêtres des maisons doivent être peintes en noir pour empêcher de voir l'intérieur. Et bien sûr, l'obligation de la burqa sous peine de se faire fouetter ou d'être exécuté dans le stade. L'effacement méthodique de l'existence féminine. Le récit s'articule autour d'une citation magistrale qui prend ici toute sa dimension terrifiante. C'est cette phrase. De même que l'aiguille d'une boussole indique le nord, un homme qui cherche un coupable montrera toujours une femme. C'est tellement puissant. C'est saisissant. Ça résume l'idéologie qui s'abat sur l'Afghanistan. La femme devient le bouc émissaire universel. Et c'est terrifiant de voir cette boussole systématiquement braquée sur elle. La famine s'installe, Rachid perd son naturier. La situation devient si désespérée que Laïla doit placer Aziza dans un orphelinat juste pour qu'elle puisse manger. Et ces scènes où Laïla doit braver les rues, se faisant rouer de coups de bâton simplement parce qu'elle traverse la ville seule pour voir sa fille. On a la gorge nouée à chaque ligne. Vraiment. C'est là que l'analyse du comportement de ces deux héroïnes prend toute sa profondeur. La résilience est redéfinie. Dans un tel contexte de terreur, résister, c'est pas prendre les armes. Leur lien devient une forme de rébellion collective silencieuse. Le simple fait d'endurer les coups de bâton. Exactement, pour aller voir un enfant, pour continuer à se murmurer des histoires le soir, organiser une école secrète. Ce sont des actes de défi monumentaux face à un despotisme qui cherche à les déshumaniser. L'endurance qu'elle montre n'a rien à voir avec de la soumission. En refusant de céder à la haine, elle protège la seule chose intouchable, leur capacité à s'aimer. Mais tout ça a un prix très lourd. Au fil des chapitres, la tension dramatique grimpe de façon vertigineuse. La corde se tend jusqu'à l'inévitable. Après des années de famine et de violences physiques, l'étau se resserre d'une manière inimaginable. Un événement spécifique, une escalade de violence d'une ampleur inédite dans le salon même de la maison, vient fracasser leur équilibre. La survie quotidienne ne suffit plus. La mort frappe directement à la porte. Elle est là, dans la pièce avec eux. Ça pousse ces deux femmes dans leur tout dernier retranchement. La limite de l'endurance humaine est brutalement franchie. Et face à cette mort imminente, il y a ce dilemme ultime. Plus de compromis possible, plus d'échappatoire. Mariam, celle qui a toujours courbé les chines depuis l'âge de 15 ans, se retrouve acculée devant un choix proprement terrifiant. Elle va devoir poser un acte d'un défi absolu. C'est un moment de rupture totale qui redéfinit la nature même de sa vie. Cet instant suspendu remet en question toute l'idée de la maternité, de la justice, et pose la question vertigineuse du sacrifice. C'est le point culminant, l'instant où la victime décide de reprendre violemment le contrôle de la situation, quel qu'en soit le prix à payer. Au bord du précipice. Parce que pour découvrir l'ampleur de ce sacrifice impensable, pour savoir si Laïla, si sa fille réussiront un jour à revoir la lumière filtrée à travers la poussière de Kaboul, il est absolument indispensable de vivre cette histoire par soi-même. C'est le genre de récit dont on ne ressort pas indemne, ça marque l'esprit durablement. D'ailleurs, en refermant cette œuvre, il y a une pensée troublante qui s'impose.
Une question qui va bien au-delà des ruines de l'Afghanistan. Quand les institutions, les lois et toutes les structures censées nous protéger s'effondrent totalement pour se retourner contre nous, est-ce que la véritable ligne de front, la résistance la plus indestructible, ne se trouve pas finalement cachée dans l'invisible, dans la puissance insoupçonnée de nos liens les plus intimes? C'est une sacrée question à garder en tête longtemps après avoir tourné la dernière page. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.